Bonjour, mon nom est Mathieu Cook. Je suis professeur en travail social au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais être accompagné de Madame Elizabeth Kane. Nous sommes tous les deux co-titulaires de la chaire UNESCO en transmission culturelle chez les premiers peuples. Elle va s'adresser à vous dans quelques instants. Donc, tel que le titre de notre présentation le mentionne, on va vous parler de la recherche en transmission culturelle chez les premiers peuples comme étant un exemple. Dans le fond, on va vous parler de la démarche de notre chaire comme étant un exemple de décolonisation, de recherche-création. Dans le fond, si je pouvais tracer une ligne directrice de nos présentations respectives à Elisabeth et moi, ben, je dirais que, dans le fond, on a voulu vraiment ancrer notre propos dans les pratiques, dans les faits, dans les événements qui sont fondateurs de notre chaire, pour démontrer comment, disons, en réalité, concrètement, est-ce qu'on peut s'y prendre pour décoloniser la recherche-création sur les réalités autochtones. Donc, ce qu'on veut faire, c'est, disons, se dégager un peu des grandes réflexions théoriques. Il va quand même y avoir une petite mise en contexte là, historique sur, disons, la nécessité d'en arriver à une décolonisation de la recherche, mais on va quand même essayer de communiquer avec vous les aspects très pratico-pratiques, très concrets de comment est-ce qu'on s'y prend pour faire de la décolonisation de la recherche. Alors, notre présentation se fera en 3 points. Le premier, on va parler de la démarche qui est à l'origine de la chaire UNESCO. Par la suite, on va aborder le point de la décolonisation de la recherche sur les réalités autochtones. On va faire un petit portrait général de cette question-là. Et par la suite, on va terminer en abordant le fonctionnement actuel de la chaire, donc quelle est sa structure, puis aussi les défis à relever qu'on a identifiés là, et qui vont nous servir de plan de travail pour les prochaines années. Donc, je laisse la parole à Madame Elizabeth Kane, donc, qui va vous parler de la démarche qui est à l'origine de la chaire UNESCO. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux d'Elisabeth sont vraiment à l'origine de la chaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, et c'est disons, le mandat qu'elle s'est donné pour vous expliquer, vous exprimer le plus clairement possible quelle est l'origine de cette chaire. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, je suis co-titulaire de la chaire La transmission culturelle chez les premiers peuples comme dynamique de mieux-être et d'empowerment. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mathieu Cook, qui est co-titulaire. Alors, c'est une chaire qui est rattachée à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a été fondée en mai 2018, inaugurée en mai 2018, donc ça fera bientôt 3 ans. C'est une chaire dont, dès le début, nous avons délibérément voulu que le programme reste flou, que ce soit comme une coquille vide et que cette coquille-là soit remplie par les volontés des membres des Premières Nations. Nous avons donc commencé par une grande rencontre de concertation qui a duré 3 jours, à laquelle assistaient 40 experts culturels issus des 11 nations autochtones du Québec. Alors, pendant 3 jours, nous avons réfléchi à ce que devait être cette chaire. Et la question était simple, justement, qu'aimeriez-vous que soit cette chaire autochtone? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? À ce moment-là, il y a eu 9 priorités qui ont été définies, donc 9 priorités qui touchaient au domaine de l'éducation, de la transmission culturelle, des droits d'auteur en création, des relations autochtones-allochtones, du racisme, des problèmes de transmission culturelle au sein de l'école, etc. Donc, 9 grandes priorités. Nous avons eu par la suite, peut-être un mois plus tard, une rencontre professeurs et chercheurs et 4 représentants de cette première assemblée
qui avait été nommé par l'Assemblée. Cette Assemblée de mai 18, où il y avait 40 personnes des Premières Nations. Et à ce moment-là, on a travaillé encore 2-3 jours ensemble et on a défini 4 chantiers. Chantiers comme étant des lieux où on travaille, hein, parce qu'on nous avait demandé qu'on passe à des actions. Donc, 4 chantiers prioritaires et qu'on aborderait les autres à mesure qu'on pourrait avoir plus de ressources. À partir de ce moment-là, il va y avoir plusieurs rencontres. Il y a des gens à la première rencontre qui s'étaient portés volontaires pour faire partie de comités, pour travailler ensemble à définir vraiment plus précisément la structure de la chaire, justement comment on pourrait dire que c'est une chaire autochtone, son mode de fonctionnement, ses valeurs, sa mission, ses priorités avec une espèce de vision à plus long terme, disons. Donc, il y a eu 2 ans de travail parce qu'on vient de terminer ce travail-là. Donc, 2 ans de travail intensif des comités à majorité autochtone et un travail vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, un document d'exposé de position a été publié d'ailleurs par l'UNESCO sur ces réflexions-là, sur ce que devait être l'excellence en recherche autochtone. Important de vous dire que sur 700 chaires, UNESCO, environ 700, 6 ou 7 disent aborder des questions autochtones et nous sommes la seule à dire que nous sommes une chaire autochtone. Donc, comment être légitime à dire ça quand on est un chercheur autochtone sur 13 chercheurs? C'était d'autant plus important d'assurer une forte présence des membres des Premières Nations à nos côtés et qu'ils aient un réel pouvoir, hein, dans les décisions que la chaire avait à prendre. Donc, ben, je vous laisse avec Mathieu. Mathieu va vous présenter un petit peu plus le résultat de ces réflexions-là qu'on a tenues pendant 2 ans. Merci. Alors, si on veut débuter, disons, notre réflexion sur la décolonisation, de la recherche sur les réalités autochtones, du moins comment le problème s'est posé d'une manière historique, on pourrait commencer par regarder la façon dont le problème s'est posé en anthropologie. Okay? Donc, qui est la discipline de laquelle je suis issu. Si on regarde, disons, les travaux canadiens proches de l'anthropologie, puis qui avaient pour objectif de décrire puis de transmettre des informations sur les cultures autochtones, il y avait certains chercheurs au 20e siècle qui avaient des pratiques de recherche respectueuses. On voit ici 2 images. Donc, la première, qui est la couverture d'un célèbre ouvrage d'anthropologie, donc qui est celle de Frank J. Speck, donc le livre Naskapi, qui faisait, disons, un portrait très fidèle de ce qu'était le mode de vie puis les cultures autochtones, Innu et Naskapi dans la première moitié du 20e siècle. Okay? Donc, ça, c'est un exemple de recherche respectueuse qui est encore considéré comme étant très utile et respectueuse et respectée aussi pour les Inuits qui sont soucieux d'avoir un portrait fidèle des modes de vie et des territoires de cette époque-là. C'est une référence. Okay? Par contre, à gauche, on a un autre exemple, disons un contre-exemple de pratiques respectueuses. Donc, il y a d'autres chercheurs, il n'y a pas juste Diamond Jenness qui faisait ça, mais cet ouvrage-là est considéré comme une description fidèle des peuples autochtones du Canada et de leur culture, mais il y a certains auteurs qui participaient à des objectifs coloniaux d'assimilation. Et Diamond Jenness est reconnu pour avoir participé à ces objectifs ou à cette entreprise coloniale canadienne. Donc, disons qu'on pourrait dire, si on voulait grossir le portrait ou en faire un portrait très, disons, très simple, que l'objectif de Diamond Jenness, c'était de faire un portrait fidèle du sauvage qu'on devait assimiler. OK?
Mais il y a aussi d'autres auteurs, plusieurs auteurs qu'on ne nommera pas, mais qui poursuivaient des objectifs carriéristes. Okay? Donc, il y avait plusieurs chercheurs universitaires, donc des Canadiens, des Européens, des États-Unis, qui ont bâti leur carrière sur une exploitation injuste des communautés autochtones, dans des objectifs carriéristes. Okay? Ces personnes-là, ces chercheurs-là, approchaient des communautés, ils allaient y mener une collecte de données. Et par la suite, ils quittaient la communauté, faisaient leurs analyses, publiaient leurs résultats, mais ne partageaient que très rarement les résultats de leurs recherches avec les groupes concernés. Puis je dirais que ce qui a été beaucoup relevé aussi, c'est que les choses qu'ils disaient à propos des peuples autochtones qu'ils étudiaient ne correspondaient même pas à l'image que ces peuples-là avaient d'eux-mêmes. Donc, c'est toute la question de qui parle au nom de qui. Okay? Et donc, à la suite, disons, de la constatation de ces problèmes-là, les nations autochtones se sont dit, ben, on veut parler, on veut être capable de contrôler le message qui est dit à propos de nos propres réalités, de nos propres cultures. Donc, ces chercheurs-là, au 20e siècle, se pavanaient, même s'ils avaient pas nécessairement une image fidèle, donc ils traduisaient pas fidèlement l'image que ces peuples-là avaient d'eux-mêmes, de leur culture. Ils se pavanaient quand même d'un colloque scientifique à l'autre en se présentant comme les véritables spécialistes de ces cultures-là. Okay? Bon, évidemment, les problématiques se sont pas seulement posées en anthropologie. Bon, il y a d'autres exemples, comme par exemple en muséologie, où ce sont principalement des allochtones en position de pouvoir qui se sont appropriés le pouvoir de raconter les cultures autochtones, de parler des cultures autochtones, principalement au bénéfice d'un public qui était non autochtone. Je partage ici dans mon écran un bel exemple d'un bon petit film qui a été fait par l'ONF et qui résume, disons, les problématiques, donc les questions ici en muséologie. Donc, c'est le film Totem qui est paru en 2006. Je pense que si jamais les réflexions dont on vous parle dans notre présentation vous intéressent, ben ça pourrait être un bel exemple de quelque chose que vous pourriez visionner qui vous mettrait en contact avec, disons, une portion de ces problématiques-là en muséologie. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des collections dans les musées, autant européens que canadiens que états-uniens. Donc, des collections qui se sont bâties grâce à des objets à forte importance symbolique, comme par exemple des totems, qui est l'exemple du petit film dont je vous parlais. Mais aussi des objets cérémoniels très importants. Et ces objets-là, qui font partie de ces collections-là, ont été confisqués à une époque où l'État canadien interdisait des pratiques culturelles importantes pour les peuples, les autochtones du pays. Comme par exemple, on a interdit la danse du soleil chez les Cris, ou on a interdit aussi le potlatch en Colombie-Britannique. Donc, en même temps qu'on interdisait ces pratiques culturelles-là, on confisquait des objets à forte importance symbolique, puis on construisait des collections dans les musées. Il y a d'autres problèmes, donc, en dehors d'anthropologie puis de la muséologie qui se sont posés, comme par exemple en éducation. Donc, l'épisode des écoles résidentielles est bien connu au Québec puis dans le reste du Canada. Donc, on sait qu'il y a des écoles qui ont été créées dont l'objectif avoué était d'entraver la transmission des cultures autochtones aux enfants de ces peuples-là. Bref, si tous ces exemples touchant la transmission culturelle chez les premiers peuples résultent de relations coloniales entre les allochtones et les autochtones, ben disons que la décolonisation, dans sa plus simple expression, veut dire de s'engager dans le chemin inverse, okay? Donc de refaire le chemin inverse pour, disons, détricoter tout ça. Donc, c'est-à-dire de faire en sorte que les cultures autochtones puissent être transmises sans entrave et que cette transmission-là soit décidée et gouvernée par des personnes issues des nations autochtones. Puisque la colonisation a touché
et continue de toucher un ensemble très vaste de domaines de la vie culturelle des peuples autochtones. Si on s'engage dans la décolonisation, ça veut dire de travailler de manière multidisciplinaire ou interdisciplinaire. Donc, puisque ça a touché une grande diversité de domaines. Donc, il faut également investir la recherche dans ce sens, dans les arts, dans le design, dans l'éducation, dans les sciences de la santé, en psychologie, en intervention sociale, dans les sciences humaines et sociales. OK, donc ça veut dire évidemment de revoir les pratiques, mais aussi de mettre au centre des réflexions et des travaux des personnes qui sont issues des nations autochtones. Donc, c'est cette idée qui est à la base de la démarche dans laquelle on s'est engagé à la chaire. Donc, on en serait rendu à parler de notre troisième point. Donc, comment est-ce qu'on organise tout ça? Comment est-ce qu'on fonctionne actuellement aussi? Quelle est la structure qu'on s'est doté à l'intérieur de la chaire pour en arriver à une décolonisation de la recherche-création? Puis aussi, quels sont les défis qu'on a identifiés puis qui sont à venir là, dans les prochaines années? D'emblée, je dirais que Elisabeth l'a abordé un petit peu dans sa présentation, dans sa partie de présentation, mais je pense que c'est important quand on pense à l'organisation de notre travail, la structure de la chaire, je pense que c'est important d'aborder de front une question qui est qu'est-ce que ça veut dire d'être allochtone et de s'engager auprès d'Autochtones dans une chaire considérée comme étant autochtone pour mener cette décolonisation-là de la recherche. Parce qu'Elisabeth, elle est d'origine autochtone, mais pas moi. Et il y a plusieurs chercheurs allochtones à l'intérieur de la chaire, puis aussi des étudiants allochtones, donc qui côtoient des membres autochtones, des étudiants autochtones. Donc, comment est-ce qu'on en arrive à s'engager aux côtés des Autochtones? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans une optique de décolonisation de la recherche? C'est sûr que ce que je vais vous donner là, c'est mon point de vue à moi. Donc, qu'est-ce qui me motive à agir à l'intérieur de cette chaire-là, puis comment est-ce que je me positionne en tant qu'allochtone? Premièrement, la première chose que je pourrais dire, c'est que les besoins sont grands en termes de décolonisation, de formation aussi d'une relève autochtone. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est important d'y mettre des énergies. Et d'autant plus qu'il n'y a pas énormément de gens pour travailler sur cette question-là. Donc, c'est important qu'on s'y engage aux côtés des Autochtones. OK? Donc, et aussi, d'un point de vue allochtone, donc c'est à mon avis, une responsabilité d'être des alliés dans cette décolonisation-là. Je conçois le colonialisme comme étant une situation, un contexte dans lequel on est tous immergés. Et donc, c'est une responsabilité partagée, je dirais, que de corriger les torts historiques qui ont été causés aux peuples autochtones par les pouvoirs coloniaux. Okay? Donc, et les personnes, comme on l'a vu tout à l'heure, des chercheurs qui souscrivaient à des objectifs coloniaux. Donc, il y a des torts qui ont été causés. Je pense que c'est une responsabilité que de s'engager à défaire ces torts-là. Okay? Ça, c'est mon point de vue personnel sur la question. Donc, il y a à l'intérieur de la chaire des chercheurs, des étudiants allochtones et autochtones, des personnes issues des communautés qui cohabitent. Donc, on considère que cette chaire-là est véritablement un lieu d'expérimentation interculturelle. Et je vous dirais qu'une posture qu'on peut prendre dans un contexte comme celui-là, en tant qu'allochtone, c'est de se positionner en tant qu'allié de la cause de la transmission culturelle chez les peuples autochtones. Donc, en étant alliés, on se doit de faire une place importante à la parole qui est exprimée par des personnes autochtones. Donc, Elisabeth en a parlé un peu tout à l'heure. On va le voir dans la structure, comment est-ce qu'on s'est organisé pour mettre la parole des personnes autochtones au centre de notre travail. Donc,
depuis les tout débuts, depuis les premiers travaux d'Élisabeth, il y a ce souci d'avoir une méthode participative, une méthode collaborative. Donc ça marque beaucoup notre travail. Et le plus possible aussi d'avoir des personnes issues des nations autochtones impliquées dès le départ dans la formulation des objectifs des projets de recherche, dans l'évaluation des projets de recherche également, dans la validation de la démarche aussi. Elisabeth a parlé des rencontres de concertation, donc d'essayer de partir des besoins qui sont identifiés à la base par des personnes. Donc, c'est ça l'idée de mettre la parole autochtone au centre de tout ça. Donc, ça a été tout d'abord de créer un cadre de gouvernance de la chaire qui est celui que vous voyez à l'écran. Okay? Donc, ce cadre de gouvernance-là s'inspire des philosophies autochtones qui sont basées sur le consensus, sur la relation horizontale et sur les alliances. Le modèle que vous voyez, il repose sur un modèle collaboratif composé de 3 grands comités et de différents niveaux de partenariat. Okay. Ce que vous voyez, donc, avec les différentes couleurs, donc au centre du cercle, donc on l'a conçu un peu comme étant un œuf. Là, si vous voyez le noyau central, c'est le comité des sages. Ce comité-là, c'est un comité qui est formé de 7 membres autochtones qui composent ce comité et qui vont s'exprimer sur les besoins et les intérêts des communautés en regard de la recherche. Ils vont identifier les valeurs liées à la transmission intergénérationnelle et ils vont donner leur avis sur les orientations et les cibles d'intervention prioritaires. Donc, c'est le comité qui va veiller au respect des protocoles éthiques en lien avec la recherche autochtone. C'est vraiment pourquoi on l'a mis au centre, c'est parce qu'on considère que c'est de là que va partir beaucoup de réflexion. C'est un peu notre comité qui est le gardien de la parole autochtone. Comme on va le voir un peu plus tard, ce comité des sages va collaborer aussi avec le comité scientifique pour l'évaluation des projets de recherche. Donc, on pourrait regarder maintenant le niveau qui est un petit peu extérieur à celui du centre, donc qui est formé du comité scientifique et du comité de gestion. Donc, le comité scientifique, c'est un comité qui est formé de chercheurs communautaires, de chercheurs institutionnels. Il est responsable de la direction intellectuelle puis des aspects scientifiques de la chaire. Le comité est formé de 7 personnes et donc à parts égales ou supérieures composées de membres des Premières Nations. Donc, on essaie toujours d'avoir un ratio qui avantage les personnes autochtones. Puis pour ce qui est du comité de gestion, il est composé de 5 membres. Le rôle du comité c'est un peu celui d'un conseil d'administration. C'est un comité opérationnel. Il est responsable de la planification, de l'organisation, de la mise en œuvre, puis du suivi de l'ensemble des activités de la chaire. Puis encore une fois, on essaie de constituer ce comité-là à parts égales ou supérieures en membres des Premières Nations, des communautés des Premières Nations. Et il y a également autour de ça des comités de suivi de chacun des projets. Donc, le vert, c'est celui des chercheurs qui font partie de l'écosystème de la chaire et qui vont démarrer des projets de recherche dans les communautés. Donc, et qui vont s'inscrire dans les préoccupations puis les objectifs de la chaire. Donc, lorsqu'il y a un projet de recherche qui est donné ou qui est élaboré et qui est mis en place par une équipe de chercheurs, il va y avoir des comités de suivi qui vont être mis en place pour ces projets-là. Okay? Ces équipes de recherche-là vont mettre en place des comités de suivi formés d'experts communautaires, de porteurs de savoir, qui sont membres des Premières Nations également et qui vont s'assurer sur chacun des projets qu'il y ait une représentation de la parole autochtone. Okay? Et il y a d'autres niveaux, donc
qui sont ceux des partenaires de proximité. Donc, on va avoir évidemment deux partenaires très, très importants à la chaire, qui est la Boîte Rouge Vif et le Centre des Premières Nations Nikanité, donc qui est attaché à l'UQAC. Donc ça, c'est dès le départ, dès le début de la chaire, ils ont été des partenaires très importants. Il y a aussi différents partenaires institutionnels puis des partenaires subventionnaires qui nous aident évidemment à réaliser l'ensemble de nos projets. Puis ce qu'on a voulu montrer dans le schéma, c'est que si vous regardez chacun des cercles, il y a une trace rouge entre chacun des niveaux de cercle. Et c'est pour dire que la parole autochtone est respectée à l'intérieur de chacune des démarches puis à chacun des niveaux. Donc, c'est ce qui transcende vraiment l'action de la chaire. Évidemment, on essaie d'avoir des projets, des axes d'intervention chez les premiers peuples au Canada, okay, donc principalement au Québec, parce que c'est une chaire institutionnelle de l'UQAC. Donc, notre premier bassin, je dirais, de travail, ça va être avec les premiers peuples du Québec, mais on élargit également aux premiers peuples du Canada. Et là, on est en train présentement de lancer les travaux de manière plus intensive dans le Sud, en Amérique latine. Donc, on essaie de développer des partenariats de recherche toujours dans le même esprit, mais avec les nations autochtones du Sud. En ce qui a trait au travail qu'on fait actuellement, puis les défis ou disons les pistes sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on planche, là, puis qui font vraiment partie de nos efforts quotidiens, c'est de premièrement tester un mécanisme d'approbation des projets, donc d'évaluation puis d'approbation de projets de recherche, dans lequel le comité scientifique va avoir élaboré, ça c'est vraiment nouveau de cette année, on a élaboré le comité scientifique a élaboré des outils pour évaluer, apprécier les projets de recherche et ce comité-là travaille de concert, comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, donc le comité scientifique travaille de concert avec le comité des sages pour avoir disons, un regard complet sur les projets qui sont proposés à la chaire et s'assurer que ça respecte bien l'esprit du travail qu'il y a à faire. Donc, le comité des sages et le comité scientifique vont se prononcer sur, disons, la qualité de chacun des travaux qui s'en viennent, des projets qui sont proposés. Donc, c'est une année d'expérimentation. On est en rodage en lien avec ça et fort possiblement que dans les prochaines années, on va avoir acquis une bonne expérience dans l'évaluation de ces projets-là. Un autre défi qu'on a devant nous, c'est aussi de s'assurer d'une relève autochtone parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les besoins sont grands, mais il y a pas assez de monde. Puis ça, c'est un problème auquel on fait face. On voudrait avoir plus d'Autochtones sur nos comités, plus de gens issus des Premières Nations parmi les équipes de chercheurs, mais évidemment, il y a pas assez de ces personnes pour combler l'ensemble des besoins. Et les personnes qui sont là, qui sont d'origine autochtone, sont extrêmement sollicitées aussi. Donc, il y a un objectif à l'intérieur de la chaire qui est de former davantage de chercheurs pour qu'ils puissent travailler à décoloniser la recherche aussi. Donc, on va véritablement arriver à ce point de décolonisation de la recherche lorsqu'il y aura davantage de chercheurs autochtones qui vont travailler sur les préoccupations de leur propre communauté. Donc ça, il y a vraiment à l'intérieur, dès le départ, et ça explique le partenariat avec le Centre des Premières Nations Nikanité de l'UQAC, il y a vraiment cet espoir qu'on réussisse à former davantage une relève autochtone. Donc ça veut dire que dès le départ, on essaie d'inclure nos étudiants, étudiantes qui sont inscrits à la maîtrise, au doctorat avec nous dans nos travaux de recherche. Puis on leur donne des contrats d'assistanat. On essaie de former cette relève-là de cette manière et aussi de donner du travail aux autres personnes qui gravitent autour de nous. Et qui ont une formation en recherche, donc s'assurer qu'on les inclut dans nos projets de recherche. Donc,
pour toujours garder cet esprit de gouvernance autochtone, de la recherche autochtone. Donc, on en est au tout début. On est dans notre premier 4 ans d'entente avec l'UNESCO. Et c'est ce qui va, je dirais, dans les prochaines années, c'est ce qui va teinter les efforts qu'on va faire à l'avenir. Donc, inévitablement, une présentation courte comme celle-là, ça reste quand même en surface, mais on se rend disponible pour la période de questions. Si jamais il y a des éléments sur lesquels vous voulez revenir, on pourra vous donner des exemples un peu plus concrets. Ben voilà, on vous remercie d'avoir été attentif et attentive à nos propos, puis j'espère que ça a suscité un intérêt. Merci beaucoup.